On repart les amis, on repart avec Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. Bonjour Denis, Bonjour, qui vient nous voir régulièrement et on suit un petit peu les évolutions de la macroéconomie. Denis, là maintenant, il y a énormément de chiffres qui sont sortis sur les effets du deuxième confinement, oui, qui n'a rien à voir avec le premier. Et je trouve ça très intéressant qu'on s'en parle maintenant, alors que on nous laisse clairement envisager qu'il va y en avoir un troisième. J'ai l'impression que là, les entreprises ont la capacité à le digérer. Est-ce que ça te semble à peu près cohérent ? Déjà, tu avales un morceau qui est 3 fois moins gros que le premier. Donc ça fait déjà, déjà un peu plus facile à digérer. Alors, attends, on va regarder, on va y aller. On va regarder avec un certain nombre de tes courbes, et on va prendre la première, qui est la courbe d'activité. Hein, oui. Voilà. C'est frappant. Voilà. Vous voyez là la courbe d'activité. Vous voyez bien donc le deuxième trimestre, le premier confinement et l'activité qui s'effondre. Et vous avez une vaguelette en ce qui concerne le deuxième confinement. Tout à fait. C'est vrai que c'est à peu près les ordres de grandeur. C'est 30 points d'activité en moins au premier confinement, 10 points d'activité en moins par rapport à une situation normale au deuxième confinement. Donc effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes contraintes. Parce qu'on s'est adapté. Hein. C'est ça. Non, mais quand je dis digérer, ça veut dire les entreprises ont réussi à faire avec le confinement, on peut le dire comme ça ? Oui, tout à fait. Elles ont appris, elles se sont dotées des équipements, elles ont mis en place les protocoles, les personnels également sont peut-être plus rodés pour pouvoir faire du télétravail, enfin, chaque fois que celui-ci est possible. Et donc, c'est vraiment l'adaptation, l'intelligence de l'entreprise face à cette situation qui est totalement inhabituelle. Inhabituelle. Alors, télétravail, mais pas seulement. Je crois qu'il y a une hausse, je dis bien une hausse, entre novembre 2020, novembre 2019, novembre 2020, sur la production industrielle, Denis ? Oui, tout à fait. La production industrielle est plutôt dynamique, quand bien même la consommation de produits industriels a reculé, ouais, et de manière assez abrupte. Hein. Au mois de novembre, il y a un recul qui est quand même tout à fait spectaculaire. En revanche, la production industrielle est là. Pourquoi ? Parce que c'est une autre forme de résilience des entreprises qui est tout à fait intéressante à soulever. C'est leur comportement d'investissement. Alors, la production industrielle, évidemment, on fabrique des biens qui sont commandés par les ménages, mais c'est aussi des biens d'investissement, c'est aussi des biens qui sont exportés. Et quand on regarde ces deux postes de demande qui sont quand même d'un poids important, eh bien, ces deux postes n'ont pas reculé. Ou en tout cas, s'ils ont reculé pour ce qui concerne l'investissement, ils ont bien moins reculé que ce que l'on pouvait redouter. Ouais. En gros, si tu veux, l'investissement, à chaque récession, l'investissement, si le PIB fait -1, l'investissement va faire -4. Voilà, il baisse comme le PIB. Il baisse 3 fois plus que le PIB. 3 à 4 fois plus que le PIB, l'investissement. Il baisse beaucoup plus parce que l'investissement, c'est toujours un amplificateur des mouvements économiques, qu'ils soient baissiers, ou même qu'il soit à la chute, ou qu'il soit haussier. C'est ce que l'on appelle les phénomènes d'accélération. L'investissement est toujours un accélérateur de la croissance. Il va toujours plus vite que le mouvement de la croissance, dans quelque sens que se fait la croissance. Or, en 2020, recul du PIB, -9, recul de l'investissement des entreprises, -9 également. Il y a eu une résilience très importante de l'investissement, notamment dans cette seconde phase. Mais surtout, alors c'était une courbe ça qu'on avait montrée lors de ta précédente intervention, un recul 3 fois moins important qu'il ne l'avait été en 2009. Ouais. Il se trouve, Denis, que j'ai rassemblé un certain nombre de directeurs financiers, de grands groupes, et que je leur ai soumis ton graphe. Et tous regardaient en disant « Ouais, enfin bon, votre graphe, il n'est pas terminé là. » Je dis « Mais vous en êtes où, vous ?» Tous se sont regardés les uns les autres, et tous, en fait, étaient exactement dans la situation que tu décrivais. C'est-à-dire, tous disaient « Oui, effectivement, on a réussi à maintenir les investissements à peu près au niveau de ce qu'on avait prévu, y compris dans l'aéronautique, où là, les plans de soutien de l'État et de l'ensemble des acteurs de la filière ont été d'une efficacité et d'une puissance que la filière reconnaît. » Donc, effectivement, on est sur quelque chose et sur un maintien de l'investissement. Mais juste un mot aussi là-dessus, ce qu'il me disait sur la production industrielle. On en parlait avec Maurice Bancet il y a quelques instants. En fait, la vigueur du rebond et de la reprise à la sortie du premier confinement leur a fait vider leur stock. Oui. Et donc, je crois que je peux le citer, c'est l'un des responsables de Michelin, disait « Mais on court derrière la demande. Oui. » C'est ça le sujet, quoi. Quelle crise incroyable! Exactement, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a cette adaptation qui est là. Il y a aussi, je pense, un point qui est important sur l'investissement, c'est que l'investissement, il ne se décide pas comme ça du jour au lendemain. L'investissement, il se met toujours dans des projets qui sont pluriannuels. Ce qui fait que l'on va retarder un projet pluriannuel, c'est parce qu'on va être confronté à une contrainte de financement qui va être assez soudaine et qu'on se rend compte, bon, peut-être que je peux mettre entre parenthèses le projet. Je garde le projet, mais la tranche que j'avais prévu de faire cette année, peut-être que je vais la décaler. Non, en fait,
Comme il n'y a pas eu la contrainte de financement cette année qui s'est exercée, quand on interroge les entreprises, quand on leur demande leur situation de trésor, ça va, pas de problème particulier. Donc tu enlèves la contrainte de financement, le motif premier qui fait que tu aurais coupé spontanément tes dépenses d'investissement, eh bien ce motif n'est pas présent. Et donc, c'est les entreprises qui étaient déjà dans des projets pluriannuels, eh bien, elles les ont maintenus, elles les ont déployés, peut-être pas exactement au rythme où elles l'auraient fait s'il n'y avait pas eu la crise, mais en tout cas, elles ne les ont pas coupés drastiquement. C'est aussi un autre élément qui... L'effet très important et très intéressant du quoi qu'il en coûte, hein, et du fameux quoi qu'il en coûte. On va marquer, il y a un autre point, mais en fait, les 3 slides que j'ai retenus, c'est une intervention que tu as faite devant le MEDEF, hein, c'est grâce à ça que je peux voir ça. Hein, voilà, Denis, et je t'en remercie de nous permettre de les diffuser. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. Donc vous voyez cette courbe taux d'impayé des cotisations sociales par les entreprises. Pareil, donc on voit bien le bond du premier confinement. Et quasiment rien sur le deuxième confinement. Là, c'est quoi en fait? C'est les fameux, tu m'avais dit, 9-10% du PIB, qui eux n'arrivent pas à s'en remettre, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est les entreprises, c'est la proportion d'entreprises qui, en fait, ont quand même des difficultés de trésor, et si elles peuvent se gagner un petit peu de mou sur leur capacité de financement, eh bien, elles vont demander un délai pour régler leurs cotisations aux URSSAF. Regarde aussi, au tout début, 2008-2009, tu vois, c'était une crise. C'était une crise. Incroyable. Terrible, 2008-2009, c'était une crise de financement des entreprises et on a fait beaucoup sur les cotisations. Mais regarde ce que l'on a fait sur la période actuelle. Et on retrouve bien. Mais alors ce taux d'impayé du premier confinement, qui est quand même énorme, hein, très spectaculaire. Ça veut dire 35, je ne veux pas dire de bêtises, ça veut dire quoi? 35% des entreprises, non, 35% des cotisations dues n'ont pas été payées. Voilà, tout à fait. Il y a eu un délai qui a été accordé pour un montant, c'est-à-dire on devait recouvrer, mettons 100 milliards de cotisations, enfin j'exagère, et on n'en a recouvré que 65. Donc parce que tu as beaucoup d'entreprises qui avaient demandé, il y avait des facilités pour obtenir des délais. Mais ce n'est pas des annulations. Non, ne sont pas des annulations, sauf pour les secteurs très spécifiques pour lesquels il y a eu annulation, ceux qui ont été soumis à une fermeture extrêmement drastique. Enfin, on les connaît. Hein. Donc, mais alors, c'est là aussi où c'est passionnant finalement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, rendons hommage quand même au gouvernement. Les entreprises et le gouvernement finalement se sont retrouvés main dans la main. Et c'est pour ça que chacun a pu se dire « Ok, je peux reporter ses cotisations ». Parce que je pense que le besoin en 2009, il était supérieur à la petite vaguelette qu'on voit là quand même. En fait, c'est le paiement des cotisations qui a mis beaucoup d'entreprises en faillite en 2009. Oui, ça a contribué, mais c'était surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait pas un accès au crédit qui était aussi aisé que celui que l'on a connu. Parce qu'en fait, c'est tous les leviers du financement qui ont été poussés à fond. C'est la possibilité de faire des échéances, la possibilité de voir ces emprunts, eh bien, on les retardait de quelques mois. C'est la possibilité de recourir à de nouveaux crédits. Tout, en fait, a été actionné pour éviter qu'il y ait cette thrombose dans les entreprises, parce que les entreprises disparaissent en raison de leurs problèmes de difficulté de paiement. On se l'a déjà dit. Et ça, c'est un mantra qu'il faut toujours se répéter. C'est-à-dire que les entreprises ne disparaissent pas parce qu'elles ne feront pas de résultats. Elles disparaissent parce qu'à un moment, elles ont des difficultés de paiement. C'est la liquidité qui tue les banques et qui tue les entreprises. Cash, alors ça, vraiment, cash is king. Et le troisième point, alors celui-là, il m'intéresse beaucoup et sur celui-là, moi, j'ai besoin de tes explications. En gros, ce qu'on entend partout, donc déclaration préalable à l'embauche, hein, vous le voyez. Vous voyez cette chute très très forte du premier confinement. Mais alors, moi, c'est la remontée qui me saisit. Oui, tout à fait. Elle a été vraiment très spectaculaire. Mais incroyablement spectaculaire, la remontée. Donc, est-ce que ça veut dire, Denis, parce que c'est un truc qui me... on est sur un taux de défaillance d'entreprise qui est en recul de quoi, 25-30% aujourd'hui à peu près. Oui, tout à fait. Donc, il y a 25-30% de défaillance en moins. Voilà. Donc, tout le monde dit, oui, non, c'est parce que l'économie est sous cloche. Enfin... Est-ce que ça veut dire peut-être aussi que justement, tout ce dont on vient de parler là fait que finalement, il y a peut-être moins de dégâts que ce qu'on aurait pu craindre? Oui, mais il ne faut pas oublier aussi l'ampleur du rebond que l'on avait connu au troisième trimestre, qui était quand même vraiment spectaculaire et dont personne n'avait anticipé. Tu retrouves le niveau d'embauche que tu avais juste avant le mois de mars. Tu peux le regarder, ce rebond, tu peux le regarder sur les activités, tu peux le regarder sur les recrutements. Tout va dans le même sens pour montrer qu'on avait eu... Il y a un appétit de croissance
qui est extrêmement important. Extrêmement important. Et là encore, je reviens sur l'investissement. Le fait qu'on ne pas couper dans les investissements, c'est aussi parce qu'on se projette bien sur l'idée qu'il y a une croissance. Et en plus, une croissance qui sera peut-être différente parce qu'il faut changer nos manières de produire. Enfin, on connaît tous les thèmes qu'il y a autour de la numérisation et autour du thème de l'environnement. Tout à fait. Donc, il y a vraiment un appétit de transformation qui est un appétit de croissance et que l'on va retrouver dans les déclarations d'embauche. Oui, mais ça, c'est normalement... Enfin, on est en France quand même. C'est-à-dire, normalement, c'est le dernier critère qui bouge. Enfin, il faut vraiment qu'on soit sûr de son fait pour recommencer à embaucher, Denis. Oui, d'autant que, alors là, c'est l'ensemble des déclarations d'embauche. Je n'ai pas mis les seuls CDI, mais quand tu regardes les CDI, tu as quelque chose qui est assez comparable. Hein. Ça n'a pas tellement... on est à peu près sur le niveau que l'on avait en 2016 pour les flux d'embauche en CDI, y compris en tenant compte de l'impact du deuxième confinement. Parce qu'on voit bien qu'au deuxième confinement, il y a eu une rechute qui intervient. Mais quand on se compare... on est au niveau de 2016, qui n'est pas une année particulièrement mauvaise. En revanche, il y a quand même un point qui est très important à regarder, c'est on a trop tendance à regarder l'emploi en net, c'est-à-dire la différence entre les flux de personnes qui sortent de l'emploi et les flux de ceux qui rentrent dans l'emploi. Aurélien, quelque chose qui est très important à suivre, c'est pourquoi est-ce que le marché du travail va d'une certaine manière se geler. Pourquoi est-ce qu'on a un ralentissement des embauches? En réalité, cela vient non pas parce que tu as une augmentation des licenciements, et on aura une augmentation des licenciements devant nous, ça vient surtout du fait qu'il y a beaucoup moins de démissions qui interviennent. Et par exemple, en 2008-2009, tu avais eu 500 000 démissions en moins, et résultat, tu avais beaucoup moins d'embauches qui interviennent. Donc, dans le recul des embauches, parce qu'on est à un niveau de 2016, on n'est pas au niveau de 2019. Oui, d'accord. Mais dans le recul des embauches, ce qui se passe, c'est aussi le reflet d'une forme de gel du marché du travail, parce que la fluidité, la plasticité de l'économie devient moindre dans des périodes où, quand même, tout le monde se met un peu ceinture et bretelle dans cette circonstance. Ce qui va particulièrement toucher ceux qui débarquent pour la première fois sur le marché du travail, c'est-à-dire les plus jeunes, Denis. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc là, il y aura un sujet. Oui, ça va retarder, si tu veux, leur arrivée dans l'emploi. Ça ne va pas l'empêcher, ça va la retarder de plusieurs mois. Le tout, c'est évidemment de raccourcir le plus possible les délais. Mais est-ce que on peut penser que donc ces entreprises gorgées de cash, qui continuent à investir, etc., est-ce qu'on peut penser, si on regarde tes secousses là, qu'un éventuel troisième confinement va avoir un impact encore réduit par rapport au deuxième, dont l'impact était déjà très très réduit? C'est possible. Enfin, pour l'instant, là, ça faire un peu de fiction, si tu veux. Je te demande de faire un peu de fiction. Ouais. Non, s'il te plaît, tu sais que je suis extrêmement rationnel et je me base sur des courbes, tu le sais bien. Donc, les dernières courbes, ce matin, c'était très intéressant. Là, tu as eu les enquêtes de conjoncture de l'INSEE qui sont tombées ce matin, et donc qui s'appliquent sur le mois de janvier, où on sait déjà les inquiétudes qui remontent sur un troisième confinement. Quand tu regardes le climat des affaires, il n'a pas diminué en janvier. Il s'est même un peu redressé en décembre, et en particulier dans le secteur industriel. Donc, on voit bien que même s'il y a un troisième confinement, et on est pour l'instant sur les inquiétudes de troisième confinement, même s'il y a un troisième confinement, peut-être qu'à nouveau, son impact économique sera diminué par rapport à celui du deuxième, qui était lui-même un tiers de celui du premier. Quand on dit 8-9% du PIB, c'est ça? C'est donc restauration, tourisme, événementiel, c'est à peu près ça, c'est ça. Puis, Denis? Tu rajoutes aussi l'aéronautique dans l'ensemble. Enfin, les 9% de secteurs les plus directement concernés par le choc, ça effectivement... au-delà de la seule restauration. La restauration, hébergement, restauration, tu dois être à 3 points de PIB. Et alors, mais à ce sujet, je lisais quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire il va y avoir, en revanche, sur notre commerce extérieur, c'est-à-dire qu'en gros, c'était avec les chiffres de la croissance chinoise, ce qu'on ne peut pas dépenser au restaurant, on le dépense en s'achetant des ordinateurs portables et des consoles de jeux. Et là, le commerce extérieur va être laminé. Si tu veux, dans toutes les récessions que l'on avait jusqu'à présent, tu avais toujours une amélioration du solde de la balance commerciale. Exactement. Et c'est la première fois qu'en récession, on va avoir une dégradation de ce solde. Pour cette raison, notamment, c'est le fait que l'on n'ait pas pu aller... Il n'y a plus de services, quoi. Donc on achète des produits industriels. On a besoin de s'acheter un matériel, tout l'équipement du foyer. Bien, il n'y en a quand même plus beaucoup qui est produit en France, donc il a fallu l'importer. Tu as eu aussi certains postes qui ont été tout particulièrement touchés. C'est le poste des revenus, enfin tout ce que les étrangers viennent dépenser habituellement en France, ça n'est pas venu, c'est l'aéronautique. Et donc on va se trouver avec une dégradation du solde du commerce extérieur. En fait, en 2020, nous devrions avoir le solde courant le plus dégradé depuis 1951.
en rapport au PIB. On devrait faire 2,5 de déficit courant à peu près. Alors, en 1951, c'était la fin du plan Marshall. Ouais. Donc tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Mais Non, mais bon, ça nous met dans une ambiance de reconstruction. voilà, oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Dans une ambiance de reconstruction. Denis Ferrand, donc, le directeur général de Rexecode, notre invité sur Bismart. Et on va terminer avec la banque digitale.